Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'acquisition principaux que vous utilisez ? SEO, SEA et les App Store, c'est 90% de notre acquisition aujourd'hui. On est très sales-driven, du cold calling, beaucoup. Donc on fait du SEO, tu vois, aujourd'hui c'est 10-15% de notre revenu, mais organique est toujours 20-30% de notre revenu. Mix d'événementiel, de digital, de contenu, pas mal de paid. Voilà. Ok. On va là où ça nous ramène le plus de revenus et d'impact, quoi. Et sur les dernières étapes, là où vraiment tu disais, ok, là on sent qu'on a passé un cap, ça me fait beaucoup penser, tu sais, le chasm de Moore, je pense que tu vois, tu sais, où on te dit, bon, bah, au début, tu vois, tu as les early adopters, et puis il y a un moment donné où vraiment ça commence à atteindre le mainstream, d'ailleurs, tu as employé le terme de mainstream. Ouais. J'imagine que c'est aussi le moment où vous, d'un point de vue acquisition, il y a aussi voilà, tous les channels assez traditionnels, push média, etc., qui se mettent en route. C'est quoi globalement les canaux que vous exploitez dans ces moments-là ? Alors, en fait, ça a suivi exactement le niveau de maturation du marché. C'est-à-dire qu'au début, on savait qu'il n'y avait que les early adopters qui, sans doute, allaient être intéressés par la technologie. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est d'abord, on a regardé dans nos clients, dans notre base client, quels étaient les clients qu'on connaissait, être un petit peu audacieux, un peu bold pour aller tester des POC. Donc, c'est ces gens-là qu'on est allé voir en premier. Ensuite, on a essayé, du coup, de trouver des points communs à ces gens-là. Et au début, on est allé vraiment très doucement. C'est-à-dire, on a présenté la solution. Je me souviens, par exemple, on a fait un événement à Lille. On avait une quinzaine de personnes pour des retailers lillois qui étaient sélectionnés sur le volet et à qui on a fait une démo limite personnalisée de ce à quoi allait ressembler le copilote sur leur site web. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a 6 mois, 1 an, mais en fait, on ne savait même pas à quoi ça allait ressembler, en fait, l'expérience. Donc, il fallait aussi que les gens puissent se projeter. Donc, on a fait ça au début. On a fait un peu d'ABM, du coup, une fois qu'on a trouvé les patterns qui faisaient qu'on savait qu'il y avait plus ou moins tel ou tel type de boîte qui faisait sens. Et puis, progressivement, du coup, tu augmentes la com, tu augmentes la voilure avec des webinars, avec des choses qui vont ont une vocation à être à plus large échelle, du contenu, etc. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a des channels qui sont relativement classiques avec un mix d'événementiel, de digital, de contenu, pas mal de paid. Voilà. Ok. De ce que tu dis, j'ai l'impression que les events, c'est une grosse partie de votre strat. Pas forcément, puisqu'on opère un switch en ce moment entre l'enterprise et le mid-market. Donc, la partie digitale commence à faire partie une grosse part de notre mix marketing aujourd'hui. Ok. Côté acquisition, comment est-ce que vous vous y prenez ? Parce qu'en plus de ça, donc vous avez du self-serve, vous avez de l'enterprise et vous avez de l'international. Exactement. Donc forcément, vu le panier moyen, comme tu l'as dit, on fait tout en inbound. Historiquement, donc Rémi et Augustin, quand ils ont lancé Weglot, le premier canal d'acquisition qui a permis un petit peu d'avoir des leads entrants récurrents, ça a été les App Store justement de ces CMS. Donc ils avaient commencé avec une solution qui permettait de traduire son site en JavaScript, sans rentrer dans la partie technique. C'était quelque chose qui fonctionne très bien et c'est une offre qu'on a encore aujourd'hui, mais un peu comme un Google Analytics, un tag Google Analytics que tu vas mettre sur ton site, ça fonctionnait pareil. Donc c'était un petit peu technique, mais en fait ça se fait assez rapidement. Mais très vite, les gens ils demandaient « Ouais, mais non, c'est trop technique, est-ce que tu n'as pas un plugin WordPress ? Est-ce que tu n'as pas un plugin WordPress ? Et donc ils se sont dit « Bon, il faut qu'on sorte un plugin WordPress. » Déjà parce que c'était ce que demandaient les utilisateurs potentiels. Et il se trouve qu'en fait, c'est aussi un canal d'acquisition hyper fort, et même encore aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on appelle les App Store des CMS, donc sur WordPress, ça s'appelle le Plugin Directory, sur Shopify, ça s'appelle l'App Store. Il y a souvent, dans l'écosystème des CMS, tu vas avoir un App Store où les gens vont chercher une solution quand le CMS ne propose pas nativement cette solution. Et donc sur WordPress, c'est le cas, il y a des milliers de plugins qui vivent, et donc ça a été le premier canal d'acquisition un peu récurrent et fort, et il est encore aujourd'hui qu'on a développé à fond. Donc voilà, en fait on a commencé à se poser la question de où est-ce que les gens cherchent. Donc ils cherchent sur cet App Store.
Donc sur Shopify App Store, ils vont taper Translate. Il y a plein d'apps qui permettent de faire de la traduction et de la localisation. Et ensuite, où est-ce qu'ils cherchent ? L'autre réponse classique, c'est bien sûr sur Google, comme tout le monde. Et donc, on a développé la partie Ads et SEO. D'abord la partie Ads, parce que si tu as de l'argent, c'est exactement quick win. Et le SEO, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Donc, tout ça, donc la partie App Store et Ads, c'était déjà en place quand moi je suis arrivé en 2018. Donc, juste en ordre de grandeur, on va dire Weglot, création en 2016. Moi, je suis arrivé en 2018, repris toute cette partie qui avait déjà été très bien mise en place par Rémi, Augustin et toute l'équipe. Et c'est surtout la partie SEO ensuite qu'on a développée, notamment avec Elisabeth qui nous a rejoint en 2019, qui est la Head of SEO et contenu chez Weglot. Parce qu'on était, pour le coup, assez mauvais en SEO. Et on a pris pas mal de temps pour maintenant. C'est toujours... difficile, mais je pense que ces trois canaux-là, et le SEO en fait partie, donc SEO, SEA et les App Store, c'est 90% de notre acquisition aujourd'hui. D'accord. Donc, alors ça se nourrit, c'est jamais l'un sans l'autre, mais voilà, et le SEO aujourd'hui nous rapporte aussi énormément de trafic et de leads. Ok. Les 10% restants, c'est quoi ? Les 10%, c'est même un peu plus, ça va être tout ce qui est partenariat. Donc, nous, il y a deux types de partenariats. Les partenariats tech, donc c'est bien sûr les CMS eux-mêmes, avec qui on est dans leur écosystème. Et donc, bien sûr, si on s'entend bien avec Shopify, avec Webflow, avec les CMS, s'ils nous donnent de la visibilité, c'est bénéfique pour nous. Et dans ces écosystèmes, il va y avoir des milliers d'autres plugins apps qui existent. Et donc, faire des partenariats avec ces autres acteurs de l'écosystème, c'est on vise les mêmes clients, en fait. Donc, souvent, on se donne de la visibilité. Donc, ça, c'est les premiers types de partenariats, les partenariats tech. Et ensuite, c'est partenariats agences. Et nous, c'est surtout agence web. Un peu agence SEO aussi, mais surtout agence web. Parce que un client moyen qui refait son site marketing, aujourd'hui, il va aller voir une agence web. Et s'il dit à l'agence « je veux que mon site soit en plusieurs langues », et que l'agence répond « nous, on te conseille Weglot », forcément, pour nous, c'est bénéfique. Donc, c'est les deux gros types de partenariats. Et partenariat agence web, c'est un truc qui était présent en fait dès le début. On a toujours eu des agences qui nous recommandent, mais qu'on maîtrisait pas trop, entre guillemets. On n'avait pas de relation particulière avec beaucoup de ces agences. Et depuis plusieurs années, on essaye de construire un programme agence, un système pour donner les moyens aux agences qui nous recommandent, de bien nous recommander, bien sûr, s'ils ont des questions, des besoins de support, on est présent aussi, etc. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la partie acquisition. Ensuite, on fait aussi de la brand. L'action majeure en brand qu'on a toujours fait, c'est l'événementiel. Parce que aussi historiquement Weglot, donc Rémi et Augustin ont lancé Weglot, un événement WordPress, et la communauté WordPress est déjà énorme. Moi je connaissais pas du tout, mais c'est hallucinant le nombre de gens qui vivent grâce et autour de WordPress. Et c'est une communauté hyper bienveillante qui leur a permis d'apprendre beaucoup, de se développer. Et donc, très naturellement, dès qu'on a pu avoir des petits budgets de sponsoring d'événements, on a commencé à sponsoriser des événements dans la communauté WordPress, donc qui était le premier CMS où on était présent. Ensuite, sur Shopify, on a fait la même chose. Sur Webflow aussi un peu, même si ça fonctionne différemment en fonction des... Ce qui est marrant, c'est que ils font tous la même chose, entre guillemets. Ils te permettent de créer un site web, mais les communautés ont vraiment rien à voir. C'est des manières de penser, donc bien sûr, entre WordPress qui est open source, Shopify et Webflow qui sont privés, des CMS privés. Voilà, il y a des écosystèmes, les agences sont différentes, les tech partners sont différents. C'est assez marrant. Nous, on est présents partout. La vision long terme de Weglot, c'est de permettre d'être la brique multilingue d'un site web, autant que Stripe est la brique de paiement aujourd'hui, qui est la solution que tout le monde connaît. On veut être cette brique multilingue pour un site web. Et donc, depuis le début, l'objectif, c'est d'être
sur toutes les plateformes, et même on a des clients qui n'utilisent pas de CMS, qui font des sites from scratch, et Weglot peut aussi être utilisé sur un site from scratch. Mais du coup, il y a une espèce de schizophrénie en fonction de l'audience que tu adresses, en fait. Selon que tu parles à quelqu'un qui utilise WordPress ou Shopify, bon... Exactement. En plus, souvent, ils s'aiment pas trop entre eux. Donc, non, nous, on essaye d'être... on prend plutôt ça comme... c'est hyper intéressant, on est obligé de s'adapter à l'écosystème et à l'audience. Mais toi, tu as un acteur neutre de toute façon au milieu de tout ça, quoi. Ouais, on a tous en interne nos préférences. Il y a en interne chez Weglot, il y en a qui, bien sûr, sont plus proches d'une mouvance open source et d'autres qui sont plus proches du côté no-code, plug and play d'un Webflow. Donc, on a nos préférences en interne, mais ce qu'on veut, c'est qu'un client qui a un site et qui veut le traduire puisse le faire avec Weglot. Bien sûr. Tu disais, t'en contactes 200, t'en as 10 en sortie. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu les perds? Ils te répondent pas, le deal est pas le bon. Ils te répondent pas, 50% du temps. D'accord. Il y a des fois où l'audience marche pas, ou en tout cas, ils voient pas très bien l'intérêt par rapport à Folk dans leurs audiences. Ils disent, OK, ça fait un peu tâche, entre guillemets, dans ma ligne édito. Ouais. Après, à nous aussi d'amener le produit et dans leur cas d'usage à eux, donc ça, c'est aussi important. C'est obligatoire que tout le monde soit user de Folk. Tous les personnes avec qui on travaille soient users de Folk. C'est obligatoire parce que sinon, ça crée complètement... Enfin, c'est compliqué pour quelqu'un de parler d'un cognitive. Ouais, clairement. Clairement, et puis c'est à nous de leur expliquer des fois le produit, etc. Donc c'est compliqué, donc on demande à chaque fois à ce que les gens soient clients de Folk, users de Folk. Et donc, pas de réponse. L'idinito pas en accord avec le produit. Le prix, c'est une négo à la fin. Nous, on a des modèles de pricing qu'on applique sur chaque personne avec qui on travaille. Et en fonction de ces modèles-là, on n'est pas prêt à aller au-dessus. Parfois, on est prêt à aller au-dessus, etc., etc. Donc après, encore une fois, c'est des paris que tu fais. Le but, c'est après de s'y retrouver d'un point de vue revenu, quelques payback, etc., quoi. Évidemment. C'est toujours le sujet à la fin. Donc à la fin. Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Bon, bah écoute, on a bien parlé de ce sujet d'influence. Donc, si je reviens sur la question de base de stratégie d'acquisition go-to-market. Premier levier, l'influence. Ouais. Deuxième levier, l'organique. C'est pas un levier, mais c'est ce que je vois moi dans mon data warehouse, donc je le dis tel quel. Mais c'est un organique qui découle un petit peu de l'influence, qui découle un petit peu des launch produits qu'on fait. Vous faites pas de SEO? Non, un petit peu, mais c'est pas une stratégie agressive, tu vois. On en fait. Mais tu peux pas l'attribuer au SEO. On attribue l'ARR au SEO, mais c'est vraiment différent de organique au sens organique du terme. Ok. Donc on fait du SEO, tu vois, aujourd'hui c'est 10-15% de notre revenu, mais organique est toujours 20-30% de notre revenu, et donc tu vois, dans des positions comme les miennes, difficile d'activer quelque chose quand tu vois 100%. Ces cibles-là, enfin ces signaux-là, c'est très dur, je trouve, d'en avoir une réflexion, quoi, de te dire ok, comment je fais pour faire bouger ce chiffre-là. Malheureusement, pas trop, quoi. Ouais. Oui, c'est un sujet de brand. C'est un sujet de brand, c'est un sujet global de tous tes channels, etc., etc. Voilà. Donc SEO fait partie des channels. On fait de l'ad, on fait du Google Search. Le mot clé CRM est le mot-clé le plus cher du monde. Voilà. Donc ça te donne un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Donc on va pas forcément aller en confrontation directe avec des acteurs du marché sur des mots-clés avec beaucoup d'intention. Donc on passe plutôt par les fenêtres. On a des stratégies plutôt long tail, medium tail, en disant on est des cas d'usage spécifiques ou des features spécifiques, etc., etc. Et ça marche bien aujourd'hui. Voilà, on fait de l'affiliation aussi, qui est en fait un enfant de l'influence quelque part. 100%. Voilà, parce que tu travailles avec des gens, ces gens-là veulent te recommander.
bon, c'est quelque part la même démarche, quoi, un petit peu. Affiliation sur des comparateurs, des trucs comme ça? Comparateurs, avec des gens qui sont intégrateurs de CRM ou des consultants en CRM, etc. Des gens qui ont des blogs, effectivement. Voilà, un peu, c'est un petit peu le début pour l'instant, donc on a un spectre assez large sur les affiliés avec qui on travaille. Mais ça porte ses fruits, et en tout cas, en fait, c'est toujours le même sujet. Nous, on a un ACV qui est quand même très faible, qui est faible. Tu vois, on est à 450, $500 d'ACV. Donc, du coup, on peut pas se permettre d'avoir des channels très chers. Et donc, du coup, affiliation, SEO, influence, organique, ads, l'un dans l'autre, on arrive à avoir des CAC payback et des sign-up CAC qui sont intéressants pour nous, quoi. Donc, du coup, donc ads, SEO, affiliation, influence. Et après, on teste outbound, etc. Mais ça prend pas des grosses parts pour l'instant de notre revenu et de la channel qu'on a, quoi. Le fait que vous ayez une vision très globale, tu vois, de votre marché, je sais pas, sur un sujet comme les ads, par exemple, comment tu splits? On a des tiers en pays. Tu vois, tiers 1 avec les pays qu'on veut absolument targeter, qui sont pour nous les US, UK, évidemment. France, etc. Et donc, c'est là où on dépense le plus de budget, là où on fait le plus d'efforts sur les copies, sur les ad groups, etc. Et après, on a des tiers 2, tiers 3 dans lesquels on a effectivement des ads aussi qui tournent, mais qui sont qui du coup drive moins de revenus, mais on paye moins cher le sign-up, etc., etc. Et donc du coup, on a par défaut un marché global, produit en anglais, landing en anglais, donc on ne split pas les langues, on fait tout en anglais partout. Et on a une stratégie de se dire, on a les mêmes ad groups sur tous les pays sur lesquels qu'on adresse. Donc on a vraiment une stratégie globale dans le sens où on fait la même chose pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et après, on voit ce qui vient marcher, pas marcher, et après, on fonctionne, on ajuste, quoi. Mais autant, tu vois, avoir tout le site en anglais, ou pousser, tu vas faire un push d'ads global, d'accord, mais à la fin, il y a un sujet budgétaire de comment est-ce que tu alloues ton budget. En fait, c'est surtout ça, c'est le truc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc là, effectivement, tu te dis, j'ai un budget market global. Ce budget market global, j'en donne, je sais pas, 50% à mon tier 1, 30% à mon tier 2 et 20%. Nous, plutôt l'inverse, on part pas d'une enveloppe. On parle plutôt des hypothèses qu'on peut avoir derrière. Entre guillemets, est-ce que si on met 1 euro là, ça nous fait 2 ou 4? Donc c'est des hypothèses à chaque fois. En fait, on est prêt à dépenser beaucoup si ça nous... Enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais voilà. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui viennent nous voir en disant, vous avez combien d'enveloppes budgétaires ce mois-ci? Pas leur répondre, en fait. C'est en fonction de l'intérêt que cette channel a, etc. Et je pense que ça, c'est aussi, pour tous les profils grosses aussi, on va là où ça nous ramène le plus de revenus et d'impact, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi les leviers d'acquisition principaux que vous utilisez? On est très sales-driven, historiquement. Faut voir que le marché, quand Pierre-Antoine a fondé la boîte, il a fusionné 2 mondes. Il a fusionné le monde de la tech et le monde du trading. Parce qu'historiquement, c'était le change, on faisait au téléphone avec des traders. Et puis, les plateformes étaient à côté. Donc, IBAN First, c'est la fusion des deux. Mais donc, on garde ce côté, peut-être moins trader, mais quand même parcours téléphonique. On doit embarquer des clients, on est régulé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, un client, il doit passer par ce qu'on appelle un KYC. Donc, on l'appelle. Donc, en fait, 100% de nos clients sont onboardés avec un appel. On n'est pas dans un marché de self-subscription, etc. Et puis, tant mieux, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on gère des fonds. C'est quand même un peu critique. Donc c'est vraiment très important et c'est très bien. Et ça participe à la confiance aussi. Ça participe à la confiance, etc. Donc, ça c'est vraiment cœur dans notre secteur, dans notre métier. Et du coup, il y a des sales, 100% des onboarding, il y a des sales. Donc, après, en termes de chasse, historiquement, c'était du cold calling, beaucoup. Et donc, c'est quelque chose, pour le coup, on a transversé. Ça reste aujourd'hui 80% de cold calling, on va dire. Enfin, de sales, mais qui passe par du cold calling, un petit peu d'emailing, mais c'est quand même beaucoup de l'appel. On est content d'arriver à 20% aujourd'hui d'inbound. Donc ça, c'est en partant de zéro. Donc ça veut dire que 2 phénomènes. On a fait du bon boulot, mais surtout, on rentre dans un marché qui a un peu moins de l'équipement. Alors, je ne sais pas si le chasm de Moore, c'est un truc dont on parle quelquefois. On est vraiment dans le chasm de Moore, c'est-à-dire qu'on a eu early adopters qui connaissaient du change, qui négociaient avec plein de banques, on se bat avec nos concurrents directs. Là, maintenant, on rentre dans des gens qui commencent à comprendre les bénéfices des sociétés comme nous, qui font leur recherche de leur côté, qu'on n'avait pas forcément identifié. Donc, l'inbound, aujourd'hui, pour nous, c'est surtout un signe que le marché est en train de passer le chasm. On passe les 15-20% de early adopters, on rentre dans le mainstream,
ce qui est génial pour l'equity story. Et je pense qu'on a réussi à craquer l'acquisition en changeant complètement notre approche. On était très lead gen avant. Moi, j'étais le bon héroïste, voilà. Donc, on avait des bons white papers gaietés avec des bons emails. Et donc, on a fait ça jusqu'en 2022. Et puis, on s'est rendu compte que voilà, les sales râlaient parce qu'ils avaient vraiment de la mauvaise qualité, des gens qui n'étaient pas prêts. Tu ne pouvais pas télécharger un truc que tu étais déjà appelé par 10 personnes. Donc, on est passé vraiment dans le demand gen classique, enfin, qui est devenu classique maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, Chris Walker, le gourou du demand gen. Enfin, en tout cas, on a pas mal suivi ses prescriptions qui consistent à séparer la génération de la demande. Nous, c'est beaucoup, j'ai parlé des RP, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup même nos clients, de plus en plus des events. Enfin voilà, on ouvre complètement le generate demand autour là où sont nos clients. C'est un peu basique, hein, mais on essaie de les suivre. Et puis la capture, qui elle est vraiment que sur notre site web. On a fait un site web de capture. On ne vient que pour ouvrir un compte quasiment sur notre site web de manière classique. Et là, les canaux d'inbound, un tiers de reco, un tiers d'ads et un tiers de SEO organique, mais qui est un petit peu difficile à vraiment mesurer. C'est pas que notre marque, c'est des mots-clés autour de meilleure expérience de paiement, transparence de prix. Mais comme on suit moins bien le funnel acquisition, on sait qu'ils ne sont pas venus que sur notre marque, quoi. Ils sont venus sur une catégorie dans laquelle nous on se positionne de plus en plus, qui amène du trafic. Ok. Et le côté gated, ungated, vous avez ungated des choses? Ah ben on a tout ungated. Complètement. Alors, ça a été, en fait, on a fait franchement un rebranding de fond. Il s'est passé plusieurs choses. On a vraiment bossé avec Pierre-Antoine, avec le CEO, avec les sales. On a fait vraiment un gros travail. Faire la promo avec 2 personnes incroyables de Hello Soul qui nous ont vraiment fait travailler sur notre psychologie presque de boîte. Et on a défini tous nos piliers. On a refait notre site web, mais au passage, on a totalement tout ungated. Donc, et on a en fait gardé le même nombre de leads en volume par mois, mais on a multiplié par 4 les taux de transfo. On a augmenté les tailles de boîte. On a attiré des gens un peu plus gros. Et donc, en sortie, on a 4 fois plus de revenus sur les inbound avec le même volume. On était à 5%, on est à 20% et même volume. Donc alors, est-ce que c'était bon moment pour nous, etc. Mais on a été assez extrême dans l'application. Et on a un formulaire qui est hyper long. C'est-à-dire que pour s'inscrire, il faut vraiment être très motivé, high intent. Et à la limite, on va pas aider le travail, on ouvre un compte, quoi. Et après, comme on a en plus des sujets de régulation derrière, de KYC, on va presque préparer le terrain. Et si quelqu'un considère qu'il n'est pas prêt, faire l'effort avec nous, il viendra quand il sera prêt. Mais les gens sont contents, donc ça marche. Oui, en fait, quand tu as dit oui, on a un formulaire qui est très long, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de toute façon, après, la personne, elle va devoir passer le KYC. Donc, en fait, s'il n'est pas prêt à remplir le formulaire, à la limite, bon. Voilà, c'est ça. Et ça reste classique, on n'est pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté high intent de gens qui ont fait leur parcours d'achat ailleurs, on a parlé de Trustpilot, nos clients, enfin, on a 10 000 clients. Donc, c'est facile de trouver un de nos clients pour lui demander ce qu'il pense de nous. Donc, les gens font leur parcours. Et puis, quand ils sont prêts, le site web doit être très clair sur la proposition de valeur, la réassurance. Oui, donc, pour le coup, on a beaucoup investi là-dessus. Et oui. Pour le coup, c'est ça un peu la balance à faire. C'est je fais du volume avec des trucs un peu larges, machin, mais c'est pas très quali. Ou j'ungate complètement, je veux aller toucher machin. Par contre, il me faut des propositions de valeur hyper fortes. Gros boulot.